Je me souviens que lorsque j'étais au collège, certains avaient déjà des aspirations professionnelles. Parmi mes camarades, certains voulaient aller en médecine. Et pour ça, ils développaient une stratégie assez curieuse, qui était d'apprendre le latin. Ouais, le latin, une langue morte. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais il y en a pour qui c'est tout à fait logique. Mes camarades qui me disaient ça avaient certainement hérité cette idée de leurs parents. Pourtant, quand on se pose 2 minutes et qu'on y réfléchit, c'est pas très efficace. Bon, je vous explique la logique. En gros, la terminologie médicale a des racines latines, et maîtriser cette langue morte permettrait de déduire l'étymologie de chaque maladie sans effort de mémorisation brute. Donc comme ça, il y a moins de bachotage, plus de compréhension. C'est beaucoup trop précis pour ne pas être du vécu. Sur le papier, c'est, on va dire, élégant. Mais dans la vraie vie, c'est complètement inefficace. Pour un collégien qui veut faire médecine, la meilleure stratégie, ce serait de lire des livres d'anatomie, de se familiariser avec le vocabulaire, et pourquoi pas même de faire des annales. Mais la stratégie d'apprendre le latin pour avoir une avance, elle est quand même très alambiquée. Je veux dire, le latin, c'est 1 heure par semaine pendant 5 à 6 ans, si on compte le lycée. Tout ça pour un bénéfice qui est très minime. Si on passait 1 heure par semaine à faire ce que j'ai suggéré, c'est-à-dire les livres d'anatomie, pendant 5-6 ans, ah bah là, je pense que la première année, on l'a fait easy. L'anecdote que je viens de vous raconter, elle illustre un phénomène concret. C'est quelque chose qu'on observe en permanence chez des individus à très haut potentiel cognitif. C'est une situation dans laquelle une bonne intelligence fluide, c'est-à-dire la capacité à manipuler des concepts abstraits, court-circuite complètement le bon sens le plus basique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il se passe dans la tête des gens qui pensent comme ça, qui manquent de bon sens par un trop-plein d'intelligence. Je vais m'appuyer sur des recherches en neurobiologie et en neurosciences cognitives qui couvrent à peu près un siècle de données. On va aller aux pionniers comme Alfred Binet jusqu'aux scanners cérébraux les plus récents. La question, c'est pas de se demander si la personne qui raisonne comme ça est bête, mais plutôt ce qui lui mène à avoir ce type de raisonnement. Donc c'est tout l'inverse finalement. On va plutôt se demander comment quelqu'un d'intelligent peut se retrouver à ce point déconnecté de l'évidence. Et surtout, est-ce que c'est vraiment un dysfonctionnement ou est-ce que ça relève de quelque chose sur la manière dont certains cerveaux sont câblés? Parce que là, dans l'exemple que j'ai donné, c'est complètement nul. On a deux concepts très éloignés qu'on tente de faire communiquer entre eux en suggérant que ça peut être utile. Alors qu'il y a des méthodes bien plus efficaces. Mais peut-être que cette manière de raisonner est utile dans d'autres contextes. Et ça, on va le voir. On va faire un bond dans le temps et on va remonter aux fondations, pour comprendre ce que la science a longtemps cru en termes d'intelligence. Et historiquement, il y avait un consensus très fort. Alfred Binet, un des pionniers des tests cognitifs, était catégorique là-dessus. La faculté fondamentale de l'intelligence, c'est le jugement, le bon sens et le sens pratique. Pour lui, sans ce sens pratique, on restait inadapté, peu importe les autres talents. Et quelques décennies plus tard, des chercheurs comme Sperman sont allés encore plus loin en trouvant une corrélation de 1 entre la profondeur d'esprit et le sens commun. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois une corrélation de 1. C'est hyper rare, donc c'est vraiment une corrélation parfaite. Selon Sperman, l'intelligence, c'était la profondeur d'esprit et le sens commun. Ça allait de soi. Alors, ce qui lui a amené à trouver une corrélation parfaite, ce sont des erreurs méthodologiques. À l'époque, il se basait sur des études tierces, notamment celles d'Edward Webb, et les résultats n'étaient pas standardisés comme aujourd'hui. Oui, parce que le problème, c'est que la réalité est bien différente. On connaît tous au moins un exemple de ce paradoxe, un individu qui est brillant, qui est capable de démontrer des théorèmes ou parler plusieurs langues, mais qui est incapable de gérer un problème basique du quotidien. Un robinet qui fuit, une démarche administrative assez simple, une conversation sans sous-texte, ça devient l'enfer à gérer pour son cerveau. C'est une figure culturelle tellement répandue qu'on a du mal à croire que la corrélation parfaite de Sperman ait jamais eu de sens. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? La première partie de la réponse, elle vient d'un concept qu'on appelle l'illusion du psychologue. C'est une idée formulée par William James et reprise plus récemment dans plusieurs travaux de neurosciences cognitives. Le principe est simple, une personne suppose que les gens autour d'elle raisonnent comme elle, que le monde entier partage son mode de traitement de l'information. Pour un cerveau ordinaire, ça pose pas de problème, mais pour un cerveau avec une grande bande passante, cette supposition devient un gros angle mort. Surtout, c'est contre-productif dans la quasi-totalité des situations. Il calibre ses attentes sur sa propre puissance de calcul. Du coup, face à un voisin qui vient juste lui dire bonjour, il va chercher des motifs cachés, des doubles sens, des implications, alors qu'il n'y en a juste pas. Ça fait pas de lui un parano, c'est seulement que le cerveau complexe cherche de la complexité, et même là où il n'y en a pas. Et c'est sa capacité même à comprendre des choses complexes qui lui masque l'évidence. C'est assez ironique parce que c'est la qualité qui le rend exceptionnel dans certains contextes qui devient précisément ce qui le rend aveugle dans d'autres. Et les conséquences de cette illusion ne se limitent pas aux problèmes pratiques.
Elles s'étendent à toutes les interactions humaines, parce qu'un cerveau habitué à traiter des niveaux de complexité élevés va projeter cette même complexité sur les autres. C'est, comme on a dit, le syndrome du psychologue. Et à long terme, ça crée des dynamiques relationnelles épuisantes, autant pour l'individu que pour son entourage. L'entourage qui se retrouve à devoir justifier des intentions qu'il n'avait pas, à désamorcer des conflits qui n'auraient pas dû exister, et finalement, il doit naviguer dans une complexité qui tient surtout au fait que l'autre lit dans les échanges des niveaux de sens que personne d'autre ne voit. Ils savent qu'ils surcomplexifient, et surtout, ils se l'entendent dire. Mais la conscience du problème ne suffit pas à le résoudre, parce que le mécanisme est neurobiologique, c'est pas vraiment intentionnel finalement. On n'est plus dans le choix conscient, là on est dans le câblage, et donc on est de l'ordre de l'inconscient. Donc pour comprendre le mécanisme, il faut se pencher sur ce qui se passe physiquement dans le cerveau, parce que c'est là que les choses deviennent vertigineuses. Les chercheurs Brody et Carpenter ont travaillé sur les matrices de Raven. Ce sont des tests de QI où on doit compléter des suites logiques de figures géométriques. Ce qu'ils ont découvert, c'est que la haute performance à ces tests ne vient pas d'une meilleure observation visuelle. Au contraire, les cerveaux très performants créent immédiatement des représentations abstraites. Ils s'en fichent un peu de l'apparence concrète des formes, que ce soit un carré rouge ou un rond bleu, ça n'a pas d'importance. Leur cerveau traduit instantanément l'image en équation abstraite. Si A devient B selon la règle X, alors C devient D. Et c'est comme ça qu'ils font des suites logiques. L'image visuelle est effacée, remplacée par de la logique pure. Ils raisonnent plus sur de la pensée concrète, mais sur de l'abstraction pure. Et c'est pour ça qu'ils ont des bons résultats. Et c'est pour ça qu'ils ont un haut facteur G. Et c'est pour ça qu'ils ont un haut QI. C'est ce qui est appelé par Sternberg les métacomposants. Au lieu de s'attaquer directement au problème, le cerveau commence par créer des instructions de gestion globale. Il se demande quelle est la nature de ce problème, quelle stratégie doit se déployer. C'est une étape préliminaire entière avant même de toucher au problème concret. Et remettre en question l'évidence, c'est brillant pour la physique théorique. Mais au quotidien, c'est une perte de temps. C'est exactement ce que montre l'étude de Wagner et Sternberg sur la lecture. Ils ont mis des sujets face à un texte complexe, et ceux qui ont utilisé une stratégie d'analyse de haut niveau en modélisant les arguments et en suranalysant les passages, n'ont pas fait mieux que ceux qui ont simplement cherché l'information de façon visuelle et directe. La surintellectualisation ne garantit pas l'efficacité, souvent c'est même l'inverse, elle va plutôt la réduire. On va boucler ça d'un point de vue biologique, en présentant un paradoxe en neurosciences. Bon, de prime abord, on pourrait croire qu'un cerveau qui construit des métacomposants en permanence, qui refuse l'évidence et transforme tout en équations abstraites, doit être en surchauffe. Logiquement, il devrait consommer une plus grande quantité d'énergie pour maintenir cette usine à gaz conceptuelle. Mais Richard Ryer a fait des études avec des scanners TEP, c'est une méthode qui mesure le métabolisme du glucose dans le cerveau, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les individus qui obtenaient les meilleurs scores aux matrices de Raven montraient une efficacité cérébrale significativement plus faible. En gros, on a essayé de mesurer à quel point le cerveau consomme du glucose dans une tâche. Et les cerveaux les plus performants en consomment moins. Alors oui, c'est contre-intuitif sur le papier, mais ça s'explique assez facilement par le fait qu'un cerveau à haut QI consomme moins d'énergie puisqu'il a une stratégie d'économie. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'efficacité neuronale. Mais si le cerveau essaie de gagner de l'énergie en consommant moins, comment expliquer qu'il gaspille son temps à apprendre le latin au lieu d'ouvrir un manuel d'anatomie ? Pourquoi s'épuiser à créer de la complexité si sa loi biologique c'est le moindre effort métabolique ? La contradiction disparaît quand on creuse un peu et qu'on comprend d'où vient cette efficacité. L'efficacité neuronale, ça vient d'une activation très ciblée et d'une inhibition du bruit de fond. Le cerveau efficace désactive les réseaux non pertinents, il fonctionne avec des chemins neuronaux plus courts. Et pour cette architecture précise, l'abstraction pure, c'est le chemin de la moindre résistance. La réalité physique est désordonnée, elle est pleine de variables illogiques, donc l'abstraction, elle est plus cohérente et plus maîtrisable. Donc finalement, quand on a toute l'équation, on comprend ce paradoxe. Les parents et les élèves qui veulent apprendre le latin ne ressentent pas ça comme un effort. Pour leur cerveau, c'est la façon la plus fluide, la plus économe en énergie de modéliser l'information. Ils ont l'impression que ça va être vraiment utile et qu'il s'agit d'un vrai hack. Qu'en faisant quelque chose de complexe, parce que leur cerveau leur a dit que c'était bien, ils allaient prendre de l'avance sur tous leurs concurrents. Ce qui ressemble à de la complexité, pour eux, c'est complètement autre chose. C'est même la plus grande paresse neurologique. Leur cerveau choisit quand même la solution du moindre effort et de l'efficacité, même si elle est quand même la plus alambiquée. Pour mieux comprendre le problème, il faut regarder ce que fait un cerveau très intelligent quand il est au repos. Pas quand il est en train de résoudre un problème, mais quand il fait rien. Les chercheurs Marcus Reichle et Randy Buckner appellent le réseau du mode par défaut le DMN.
C'est le réseau qui s'allume quand on regarde par la fenêtre, quand on prend sa douche ou quand on laisse l'esprit vagabonder. On peut dire que c'est comme une espèce de salle de brainstorming permanente à l'intérieur du crâne. C'est une grande pièce où la porte n'est jamais fermée et où des concepts qui n'ont rien à voir finissent par se croiser. Ce qu'on appelle le connectome, c'est le plan de câblage de tout le cerveau, et chez les profils à haut potentiel, une sorte de réseau d'autoroutes d'information hyper dense, mais aussi une myriade de toutes petites routes secondaires qui relient les régions ultra éloignées. C'est un réseau hyper actif qui produit des liens faibles. Le chercheur Aaron Barbier a mis en avant que ces liens faibles sont le moteur de la pensée divergente. En activant simultanément des régions éloignées, le cerveau n'utilise pas le chemin le plus logique, mais le plus original. C'est ça qui permet la pensée dite out of the box. Toutes les intuitions, les pensées en arborescence et la capacité à faire des analogies, ça vient de là. Un lien fort, c'est basique. Médecine égale manuel d'anatomie. Un lien faible, c'est une connexion qui traverse tout le cerveau. Médecine égale terminologie latine égale Rome, Rome égale empire, empire égale stratégie de conquête, et on peut aller encore plus loin. L'avantage évolutif des liens faibles, c'est qu'ils permettent d'innover face à des problèmes qu'on n'a jamais vus. Et ça, c'est permis par le fait d'atteindre des états de réseau complexes. Aujourd'hui, ça sert à écrire des romans de science-fiction ou faire des connexions que personne d'autre ne ferait. Mais si le problème, c'est juste de réussir un examen, alors cette machine à faire des liens faibles, ça devient un handicap. Et travailler de cette façon, c'est exactement ça, avoir un haut QI. C'est de l'intelligence générale. On relie des concepts éloignés entre eux pour créer de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Le chercheur Colin de Jong a travaillé sur les modèles des Big Five. Bon, c'est un test de personnalité en 5 grands traits et c'est le plus utilisé en psychologie. Ces travaux ont permis d'isoler un truc important. L'un des 5 traits qui est l'ouverture à l'expérience est le seul qui est biologiquement corrélé à l'intelligence. Il trouve des corrélations qui oscillent entre 0,2 et 0,45 selon le type de test de QI utilisé. Certes, c'est une corrélation qui est qualifiée de modérée, mais elle est de loin la plus élevée et la plus constante de tout le modèle des Big Five. Et comment on explique cette corrélation ? En fait, cette ouverture se traduit physiquement par une plus grande connectivité dans le cortex préfrontal. On a une bande passante beaucoup plus large, ce qui nous permet davantage d'ouverture d'esprit. Alors attention, quand je parle d'ouverture d'esprit, on est bien dans le cadre de la personnalité, pas dans l'opinion politique. Bref. Le cerveau capte et retient des stimuli périphériques qu'un cerveau moyen aurait simplement mis à la corbeille pour éviter la surchauffe. Et quand cette énorme bande passante rencontre un DMN très actif, le cerveau se met à privilégier systématiquement les liens faibles. Le problème, c'est que si dans la salle de brainstorming on génère 1000 idées brillantes, il faut bien que quelqu'un vienne fermer la porte. Qui leur dise « Ouais, c'est cool, ok, merci, mais maintenant, il faut qu'on passe à l'action ». Si le DMN est très actif, ça signifie que les régions qu'il compose s'activent de manière intense et surtout de manière désordonnée. Au lieu de suivre un fil conducteur linéaire, le cerveau laisse entrer un flot continu de pensées, de souvenirs et de stimuli environnementaux. Donc on a plein d'idées, on arrive à faire des connexions logiques entre elles, mais c'est pas toujours les plus efficaces. Et ça, c'est une faille majeure. Justement, le concept qui explique cette faille s'appelle la théorie de l'intégration pariétofrontale, la PIFIT. Elle est développée par Richard Ayer et Young. C'est une théorie en neurosciences en gros. Elle permet de modéliser comment l'information circule dans le cerveau et comment on utilise l'intelligence générale. Elle dit que l'intelligence générale ne dépend pas d'une seule région isolée, mais de l'efficacité d'un réseau interconnecté qui traite l'information en 4 étapes chronologiques. D'abord, il y a les zones sensorielles qui captent et transmettent les stimuli aux régions pariétales, qui intègrent et synthétisent les données spatiales et symboliques. Ensuite, ce résumé est envoyé via de grands faisceaux de substances blanches vers le cortex préfrontal, qui agit en gestionnaire, pour analyser, planifier, prendre des décisions. Et enfin, le cortex singulaire antérieur intervient pour sélectionner la réponse finale et inhiber les distractions. Avant cette théorie, on pensait que l'intelligence c'était juste la taille du moteur, c'était en gros la capacité à générer des idées. Mais maintenant, on sait que c'est plutôt un équilibre. Un équilibre entre les lobes pariétaux et les lobes frontaux. La véritable intelligence, c'est une question de connectivité. C'est la qualité de la communication entre les lobes pariétaux et frontaux. Dans cette architecture, le lobe frontal joue le rôle de goulot d'étranglement et de chef d'orchestre. Son travail, c'est pas de créer le flux, mais de l'organiser via la sélection des réponses et l'inhibition des informations non pertinentes. La faille ne vient pas d'un manque d'intelligence, mais plutôt d'un déséquilibre de charge. Face à un DMN qui bombarde le réseau de 1000 connexions simultanées, le lobe frontal peut se retrouver en surcharge cognitive.
Le vigile est tout simplement débordé par l'abondance de la salle de brainstorming, ce qui peut mener à l'analyse de l'analyse ou la dispersion. Bon, je vous invite à réécouter cette partie, je pense que c'est la plus technique de la vidéo, mais une fois que vous l'aurez compris, le reste sera plus simple. C'est curieux parce qu'on répète en permanence que la créativité c'est le Graal, qu'avoir beaucoup d'options c'est une force, et qu'il faut penser out of the box, que c'est ça finalement la voie du succès. Alors pourquoi cette avalanche d'options deviendrait soudainement un handicap qu'il faut absolument freiner? On trouve une réponse dans la biologie. Le biologiste John Medina explique que notre cerveau a des contraintes métaboliques très strictes. L'attention et la mémoire de travail coûtent énormément d'énergie et leur capacité est très limitée. Agir concrètement dans le monde physique demande une pensée convergente. Il faut donc éliminer des variables et surtout ne pas en ajouter. Chez quelqu'un qui surcomplexifie, le réseau de contrôle cognitif qui joue le rôle de filtre n'arrive plus à gérer le volume d'idées balancé par le DMN. Dans cette situation, le filtre est noyé par le générateur et la solution évidente entre en compétition avec la solution ultra complexe. Et comme la solution complexe active plus de régions cérébrales, elle finit par s'imposer comme une évidence. Ça devient un échec physique de l'inhibition. Medina rappelle une réalité biologique brute. Le cerveau représente 2% de notre poids corporel, mais il consomme à lui seul près de 20% de l'énergie totale de notre métabolisme. Et d'un point de vue évolutif, notre cerveau s'est développé dans un environnement de survie, où l'énergie était rare. Et pour éviter la surchauffe et la famine cellulaire, il a dû développer des mécanismes de tri drastiques. Notre appareil cognitif est programmé pour économiser l'énergie. Tout ce qui n'est pas jugé immédiatement essentiel à la survie ou à la résolution du problème présent est tout simplement filtré ou ignoré. Pour prouver que l'attention soutenue et la mémoire de travail sont des ressources ultra limitées, il s'appuie sur des études en neuroimagerie. Et il découvre que le multitâche est un mythe. Les données montrent que le cerveau est un processeur séquentiel. En fait, il est carrément incapable de traiter simultanément deux flux d'informations à forte charge cognitive. Lorsqu'on force le cerveau à basculer rapidement d'une tâche à une autre, l'imagerie montre une activation massive et coûteuse du cortex préfrontal. Le processus consomme du glucose et de l'oxygène à un rythme trop important. Pour valider, structurer et exécuter une idée complexe, le cerveau, même chez quelqu'un de très intelligent, doit charger toutes les variables dans la mémoire de travail. Cette mémoire de travail est gérée par le réseau PIFIT, qu'on a vu tout à l'heure. Dans une solution complexe, parfois on doit maintenir jusqu'à une vingtaine de variables qui sont interconnectées, et ça sature immédiatement la bande passante. Donc pour un cerveau avec un DMN très puissant, la solution simple est paradoxalement la plus coûteuse à court terme sur le plan attentionnel. En fait, elle exige un effort d'inhibition tellement grand qu'il vaut mieux privilégier des solutions complexes. Le cerveau, ici avec le réseau PIFIT, lutte contre son propre DMN pour éteindre les 1000 autres routes secondaires qu'il a envie d'explorer. Donc ce type de cerveau choisit la complexité par tendance architecturale, pas par économie d'énergie. Générer la complexité, c'est naturel chez lui, mais l'analyser et la concrétiser lui coûte infiniment plus de glucose et d'oxygène que s'il parvenait à appliquer une solution simple. C'est donc ça le paradoxe de la surcharge cognitive. Pour zoomer encore plus loin dans le mécanisme, il faut regarder ce qui se passe dans le cortex préfrontal au moment exact où l'étudiant range son manuel pour ouvrir son dictionnaire de latin. Pour ça, on a les travaux de Robert Sapolsky et Étienne Colchin. Ils ont montré que le cortex préfrontal ne fonctionne pas d'un seul bloc. En fait, il est divisé en deux flux d'informations parallèles qui dialoguent sans cesse lors de la prise de décision. En premier, c'est le VMPFC, ce qui veut dire cortex préfrontal ventromédian. C'est une partie qui est branchée sur l'émotion et le système limbique. Son rôle, c'est d'évaluer la valeur des choix. Donc là, en l'occurrence, il va dire « Devenir médecin, c'est la mission de ma vie, il me faut la stratégie la plus noble, celle qui va à la racine des choses. » Dans ce contexte, il a un rôle de visionnaire. Il fait pas forcément le choix le plus juste objectivement, mais il fait le choix personnel le plus judicieux. Le deuxième flux, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral, ou DLPFC. Donc lui, c'est tout l'inverse, il s'en fiche de la noblesse de la mission, ce qu'il veut, c'est le séquençage. Il va découper la tâche en plusieurs étapes. Donc la première, s'asseoir, la deuxième, lire la page 10, la troisième, faire des fiches. C'est un chef de projet finalement. En temps normal, ils bossent bien ensemble. Le visionnaire donne le cap et le chef de projet exécute. Mais sous forte pression et face à une incertitude, Sapolsky montre que ces deux flux se désynchronisent totalement. Le flux stratégique s'emballe, perçoit l'enjeu comme vital et génère des plans toujours plus vastes avec le DMN. Pendant ce temps, le flux exécutif fait un burn-out et n'arrive plus à imposer ses petites étapes séquentielles. Et c'est pour ça que le cerveau, même intelligent, n'arrive pas à faire les choix les plus pragmatiques.
C'est comme si dans une entreprise, le PDG partait en vacances, du coup il reste plus personne de rationnel pour maintenir la boîte, et c'est le département R&D qui prend les rênes. Le département R&D est créatif, il redessine le logo, il repense la mission de l'entreprise, mais absolument personne ne clique sur payer la facture d'électricité. Avec eux, tout devient abstrait, comme pour l'étudiant, et comme pour les parents de l'étudiant. L'action simple, mais surtout la plus logique, qui est d'ouvrir le bouquin d'anatomie et de réviser, est juste balayée. Les tests de QI sont utiles pour pas mal de choses, mais ils ignorent la sagesse pratique. Et ça, c'est ce qu'avait mentionné James Flynn dans What is Intelligence. Bon, pour reprendre une métaphore informatique qu'on utilise souvent en psychométrie, l'intelligence fluide, c'est le processeur. Et l'intelligence cristallisée, qui fait partie un petit peu de la sagesse pratique, c'est la base de données du bon sens. Là, en l'occurrence, c'est surtout savoir quand utiliser le processeur et quand ne pas l'utiliser. Les études de John Duncan montrent qu'on peut avoir un QI dans le top 1% et une intelligence pratique quasi inexistante. Simplement parce que ces individus veulent réinventer la roue à chaque fois. Ils ignorent les protocoles simples qui dicteraient simplement l'expérience. Et dans la vie concrète, ça donne des situations qui paraissent presque comiques vues de l'extérieur. Avec un simple robinet qui fuit dans la salle de bain, le cerveau tente d'appliquer une machinerie lourde conçue pour gérer un empire de données à un problème qui demande juste un vieux réflexe physique. Le filtre est tellement optimisé pour la complexité qu'il voit les lois de la dynamique des fluides avant de voir la flaque d'eau sur le carrelage. Ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le cleaver silly. Littéralement, la personne intelligente agit de façon stupide dans la pratique. Et c'est empiriquement prouvé, c'est pas seulement une caricature. Dans ses recherches, Duncan a découvert que l'intelligence fluide, donc le processeur, est intimement liée au réseau de demandes multiples. Cette fois, c'est pas le DMN, c'est le MDN, pour Multiple Demand Network. Il est lui aussi situé dans le cortex préfrontal. C'est ce réseau qui segmente un problème complexe en plusieurs sous-étapes et maintient les objectifs en mémoire pour exécuter une action. Un QI élevé signifie que ce processeur est ultra puissant pour résoudre des problèmes abstraits et logiques, comme des énigmes ou des matrices, mais il sera malheureusement trop puissant et donc moins efficace pour des problèmes plus concrets. C'est ce qu'on appelle la négligence du but. Le processeur très puissant n'est pas forcément câblé avec la réalité quotidienne. Mais il y a une dimension encore plus profonde de ce mécanisme et elle est neurochimique. Elle est liée au circuit de la récompense et à l'ennui. Pour un cerveau puissant, la solution simple n'est pas juste ennuyeuse, elle est presque douloureuse. Apprendre des listes par cœur, c'est linéaire et ça n'utilise qu'une infime partie du moteur. Et à cause de ça, le cerveau s'ennuie à mourir. Et donc, pour ne pas s'ennuyer, pour trouver finalement sa dose de dopamine, il invente un problème plus complexe. Et il se sabote. Il se sabote pour se divertir. Les travaux de James Schumann sur le DMN vont dans ce sens. Ils montrent que pour un cerveau très compétent, le fait de jongler à travers une dizaine de concepts, c'est très compliqué, certes, mais ça lui donne sa dose de récompense. Et Aaron Barbet confirme ce point. Il appelle ça des états de réseau difficiles à atteindre. C'est précisément ce dont ce type de cerveau est accro. La surcomplexification, c'est une forme d'automédication contre l'ennui, au détriment des objectifs réels. John Medina, dont on a parlé tout à l'heure, dresse 12 lois du cerveau. Et la 6e, c'est que nous ne prêtons pas attention à ce qui nous ennuie. Et c'est pour ça que face à une tâche simple, concrète et routinière, le cerveau à haut potentiel subit une chute drastique de son attention. Ça génère chez lui une baisse de dopamine et un ennui profond. Et pour survivre à cet ennui, il utilise sa capacité de représentation symbolique. Donc il va surcomplexifier artificiellement une tâche. Et si on réfléchit à ce que ça donne dans la vraie vie, c'est vertigineux. Un entrepreneur à haut potentiel qui, au lieu de lancer son produit, passe 6 mois à construire le modèle financier parfait pour tous les scénarios possibles, y compris ceux qui n'arriveront jamais. Un manager qui, au lieu de prendre une décision, engage une réflexion stratégique de 3 semaines sur des implications qui n'arriveront jamais. Dans chaque cas, le cerveau a trouvé un problème à sa taille pour ne pas avoir à se confronter à la banalité de la tâche évidente. C'est de la procrastination de haute volée. Mais là, il y a la même question qui revient dans toutes mes vidéos. Est-ce qu'on est condamné à ça? Est-ce qu'un cerveau câblé de cette façon ne peut pas changer? Pour la réponse, c'est non, mais ça reste très difficile. Le tout, c'est de faire confiance à la neuroplasticité. On parle de neurosciences depuis le début, donc c'est assez logique finalement. Le cerveau est plastique, et l'idée, c'est de ne pas tuer la créativité ou de brider l'intelligence fluide. Au lieu de ça, on va plutôt entraîner le réseau de contrôle cognitif, le fameux chef de projet, à reprendre la main quand il le faut. On appelle ça le contrôle attentionnel top-down. Et concrètement, l'imagerie cérébrale montre que des pratiques de focalisation comme la méditation en pleine conscience ont un impact physique mesurable.
On parle d'une amélioration de 0,3 à 0,4 écart type sur le DLPFC en 8 semaines. Donc c'est pas métaphorique, c'est carrément physique. La méditation, ça agit littéralement sur les connexions dans le cortex préfrontal dorsolatéral. Le but est d'apprendre au cerveau à tolérer l'inconfort de l'ennui et des tâches linéaires. Grâce à cette méditation, il va pouvoir identifier le moment où l'envie de surcomplexifier arrive, et ainsi activer consciemment l'inhibition. Et il se dira, ouais d'accord, l'idée d'apprendre le latin c'est fascinant, mais ça sert à rien. En tout cas dans le contexte de la médecine. Donc, il va éteindre cette idée pour faire quelque chose de plus cohérent. Il y a aussi une approche qui fonctionne bien avec ce type de profil, c'est le fait de structurer l'environnement plutôt que se battre contre sa propre nature. On va pas se dire, j'essaie de ne pas surcomplexifier, mais plutôt, je rends la solution simple accessible en un clic, et la complexe un peu plus difficile d'accès. Par exemple, si le manuel d'anatomie est ouvert sur le bureau et le dictionnaire de latin rangé au fond d'une armoire, le cerveau a moins d'occasions de dériver. Et ça, c'est ce qu'on appelle une architecture de choix. C'est un peu la même technique qu'on utilise pour se motiver à faire du sport en posant ses baskets à côté de son lit. Dans les deux cas, on rend une solution challengeante moins coûteuse pour le cerveau. Mais le point essentiel, c'est surtout de comprendre le mécanisme, et ça permet de changer le rapport qu'on a avec lui. Quand on sait que la surcomplexification, ce n'est pas de la mégalomanie, mais une conséquence physique de l'architecture cérébrale, ça permet de ne plus se juger et de ne plus juger les autres de la même façon. Mais tout ça, ça demande beaucoup de discipline, bien sûr. Les neurobiologistes Gustavo Deco et Victor Girsa ont fait une découverte déstabilisante pour la recherche. Le cerveau éveillé à l'état naturel n'est absolument pas conçu pour être ordonné ou linéaire. À cause du DMN qui se forme et se dissout, le cerveau est fondamentalement dans un état d'exploration chaotique. Il est conçu pour la divergence et non pas pour la convergence. Ce qui veut dire que le court-circuit dont on parle depuis tout à l'heure, cette tendance à vagabonder vers des connexions lointaines et improbables, c'est pas un bug du système. C'est peut-être le comportement sain et naturel d'un cerveau libre qui explore le monde. Et ça explique aussi pourquoi l'évolution l'a conservé. La surcomplexification, dans ce cas, n'est pas un défaut, mais simplement la signature d'un cerveau qui fonctionne exactement comme la nature l'a prévu. Le vrai problème vient pas alors de la biologie, mais plutôt du contexte. Nos sociétés exigent des processus linéaires, une rentabilité immédiate et des résultats mesurables à court terme. Et le conflit, finalement, il est là, entre la nature arborescente de l'esprit humain et le moule rigide dans lequel la société essaie de le faire rentrer. Le facteur G n'offre aucun avantage direct dans un environnement de survie immédiate. Dans une petite tribu de chasseurs-cueilleurs, par exemple, faire de la modélisation abstraite, ça devient un danger, c'est même fatal. Face à une bête, tu fuis, tu n'essayes pas de penser. Dans les petits groupes, c'est la cognition locale et l'imitation fidèle qui priment. On reproduit souvent ce qui marche sans chercher la théorie en dessous. Dans des petits groupes, on doit être pragmatique, et c'est la seule voie de survie. La capacité d'abstraction devient massivement rentable seulement quand les sociétés humaines franchissent un cap de densité et d'anonymat. L'urbanisation, l'administration, le droit, la planification à long terme avec des calendriers. Avec ces systèmes, on ne se repose plus sur la perception immédiate, on navigue plutôt dans l'invisible, dans des règles abstraites et impersonnelles que personne ne peut voir ou toucher, mais qui régissent tout. C'est dans ce contexte que les hauts QI deviennent un atout massif, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Leur adaptation à la complexité technologique et bureaucratique s'éloigne de la réalité physique brute. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Peut-être que le véritable sommet du génie aujourd'hui, c'est de savoir avec précision à quel moment il faut éteindre son intelligence analytique pour retrouver la force silencieuse du bon sens. Savoir exactement à quel moment renfermer le dictionnaire de latin et juste se mettre au travail. Savoir faire preuve de sagesse, parce que le problème ne vient pas de la richesse de l'esprit, malheureusement, il vient de l'étroitesse du cadre.